infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith de ce vendredi 5 avril 2019. Nous sommes à la veille du 6 avril qui nous rappelle 1984 coups d'État manqués au Cameroun. C'est l'œil du Sahel qui le rappelle ce matin à sa grande une. On va également ce matin à Bafoussam où rien ne va plus avec le délégué départemental de la MIFI pour les transports et le délégué régional de l'Ouest pour les transports. Avenir Voyage Sarl et Avenir du Noun sont-elles deux entreprises de transport interurbain différentes ou sont-elles une seule et même entité? Dans un récent communiqué de presse, le ministre des Transports s'était cité Avenir du Noun comme agence de voyage suspendue, sauf que désormais Avenir Voyage Sarl se plaint et affirme que cette suspension ne la concerne pas. Elle n'a aucun lien commercial avec Avenir du Noun. Quelle agence le ministre a-t-il alors sanctionné? Se pose-t-on la question à Bafoussam, Avenir Voyage Sarl ou Avenir du Noun? En tout cas, Avenir Voyage déplore avoir été victime de scellés sur ses bureaux à Bafoussam dans son terminal de la ligne de Fumban. Son promoteur, Yagouba Aliou, estime qu'il n'a jamais été le promoteur de Avenir du Noun et que les délégués départementaux et délégués régionaux du transport à Bafoussam ont scellé son agence en contradiction avec les prescriptions de leur hiérarchie et surtout le communiqué du ministre du Transport. Donc voilà, madame, monsieur, cet arbitrage qui sera fait dans les jours à venir, dans les semaines à venir, pour trouver le juste milieu de cette affaire de suspension des agences de voyage de transport interurbain par le ministre des Transports tout récemment. Et on voit très bien que la grogne commence à se faire et la grogne commence à se faire sentir avec ces différents scellés, que l'on appose sur ces agences de voyage et les contestations qui sont faites par les promoteurs. Madame, monsieur, comme tous les matins, l'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Panne en plein air. Panique à bord d'un avion de la Camerco. Ils ont décollé tranquillement de l'aéroport de Marwa Salah pour Yaoundé. Mais en cours de vol, il y a eu une panne subite qui a forcé le pilote à atterrir à Garoua. Les gens ont paniqué dans l'avion. Dieu merci, on a atterri et on les a abandonnés à Garoua. N'est-il pas temps de mettre définitivement les vrais scellés sur Camerco? La question, je vous la pose. Donc on va remarquer que comme dans le transport routier, le transport aérien lui aussi pose des problèmes au Cameroun. Le ministre Ngalé Bibeye donc est appelé à sévir parce que ça devient trop que le secteur des transports soit autant au cœur de controverses et de problèmes dans ce pays. On ne peut pas continuer comme ça. Alors monsieur Batchou Chalamel qu'on retrouve à 10h30, ce sera la colère de Charles Armel. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, permettez-moi de dire bonjour à vous, Karine Santia. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Le fils du ministre des Travaux publics Nganou Ndjoumessi en garde à vue au tribunal criminel spécial pour un transfert douteux de plusieurs milliards entre le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et Camtel Boris Judikael Nganou, puisqu'il s'agit de lui, ira sans doute un Kondengui près de 3 milliards de francs CFA détournés en compagnie de l'ex-directeur général de Camtel, Koto Emmanuel. D'accord. On va clairement dire que vous aurez l'occasion, Karine Santia, de revenir à 11h05 pour votre rubrique. Ce sera la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Négou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Pourquoi l'État du Cameroun reste-t-il sourd aux revendications des populations? Pourquoi vous nous vantons la décentralisation alors qu'il n'en est rien? Ces propos
sont tenus par un adjoint au maire SDF de la commune de Douala 2e, Jean-Robert Wafo, qui indexe l'état du Cameroun, mais surtout le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Ntoné Ntoné. Il a même proposé qu'on devrait changer le nom de Douala, à l'appeler Ntoné Land. Il a pris un exemple. Le décret du Premier ministre depuis 2011 voudrait qu'on rétrocède 14% des centimes additionnels communaux aux communes. Et à Douala, avec 35 milliards, on devrait donc redistribuer 14 milliards aux mairies. Et le délégué a dit niet. Allez souffrir là-bas si vous voulez. Allez vous plaindre où vous voulez. Il se plaint depuis 2011, rien n'a changé. Voilà. Le chef de l'État laisse faire. Le Premier ministre, qui ont piétine le décret, lui aussi ne dit rien. Et ça, Charles Hamel, lui, il a commencé à rebaptiser le Cameroun Wonderful Istan. Le maire SDF de Douala demande qu'on rebaptise Douala Ntoné Land. Voilà, les noms de baptême continuent. Merci. D'accord. En tout cas, Jean-Robert Wafo, qui est adjoint au maire de Douala 2e, mais également ministre du chef de cabinet du SDF en charge de la communication ou de l'information et des médias, dit également que, au-delà de ça, le délégué du gouvernement Ntoné Ntoné fait dans ce qu'on appelle aussi de la rébellion. Ce sont là ces termes ce matin sur Radio Equinox, et il dit que en plus de ces centimes additionnels communaux, il évoque aussi le cas des droits de place dans les marchés, que ces droits de place dans les marchés ne sont pas respectés pour ce qui est des communes d'arrondissement, puisque un décret justement du Premier ministre de 2015, de juin 2015, définit clairement que les marchés présents dans les territoires des communes d'arrondissement sont gérés par ces communes d'arrondissement. Mais hélas, à Douala, on voit très bien que ces marchés-là restent encore l'apanage de la communauté urbaine. Et il rappelle d'ailleurs, M. Wafo, que à Douala, il n'y a que 2 marchés qui appartiennent à la communauté urbaine, le marché de Sandanga et le marché des Fleurs. Et donc pour lui, les autres marchés, marché central ou le marché Congo, d'autres marchés devaient être gérés par, ou le marché Bopi, voilà, devait être géré par les communes d'arrondissement de Douala. Donc il demande qu'on respecte la loi de 2009 sur la localité, sur la fiscalité locale. Donc voilà ce que dit Jean-Robert Wafo, c'est pour dire que là, il y a vraiment, on va dire, un drame dans cette décentralisation qui ne marche pas, on le voit très bien. Madame, Monsieur, démarrons le programme de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour, voici Tendance Cogneux, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Kaélé. Une femme qui a peur. Bon, c'est à l'extrême nord. Oui, c'est à l'extrême nord. C'est même, on dit que c'est la plus belle ville du Cameroun. Voilà. Elle s'appelle Abiba. Elle s'est déplacée uniquement pour venir me parler de ses problèmes. J'ai dit qu'elle a fait le déplacement en question parce qu'elle veut me parler de ses problèmes. Elle me dit, je vais faire comment tendance. Mon mari me fait peur. Mon cœur bat. Elle dit qu'elle a les insomnies. Elle ne mange plus bien. Elle est en train de perdre le poids. Vu le comportement de son mari, elle a peur que monsieur veut l'avancer. Donc, que monsieur veut prendre la... Attends. Où son mari est seulement entré que dans le fameux, elle ne comprend pas. Que son rythme de vie a changé. Maintenant, il voyage consto. Il a refait la maison. Acheté un terrain à sa belle-mère, qui est la mère d'Abiba. Sa voiture qui conduisait, il a changé, il a fait l'inverse. Il a donné la voiture qui conduisait à Abiba, il a acheté une nouvelle voiture. Qu'elle a donc vu ça, elle a pas dit que ouais chérie, dis-moi un peu. C'est tout dans la même société que je connais, monsieur dit oui. Est-ce qu'on a augmenté ton salaire? Monsieur dit oui. Non. Elle dit, et pourquoi subitement tu changes? Il y a l'argent, tu dépenses. Il dit que non, en dehors du travail, il y a ses petits business. Les petits business, c'est quoi? Il ne parle pas. Les petits business, c'est alors quoi, mon amour? Il dit que madame, je t'ai dit qu'en dehors de mon boulot, j'ai un petit business que je fais et tu n'es pas obligé d'être au courant. Ce qui l'énerve encore, c'est que ça fait moins de 5 mois. Monsieur est allé chez les Blancs au moins 4 fois. Donc quand il part au Canada, il fait 3 jours, il revient. Il quitte le Cameroun, il part en Australie. Il tape 2 jours, il revient. Il quitte le Cameroun, il monte aux États-Unis, à Miami, plus précisément à Miami.
Il tape ses 3 jours, 3 à 4 jours, il revient au Cameroun. Donc, il a refait sa garde-robe, donné tout à la madame. Ça lui fait peur. Non, elle dit qu'elle a peur. Que où son mari se met en truc dans le fameux. Comment tu peux être avec un homme à la maison? Tu connais où il travaille. Et tu connais même combien il touche. Et subitement, il change. Quand tu veux parler, il te dit que non, j'ai fait mes affaires. Et concernant mes affaires, tu ne dois pas être au courant. Elle a envie que les téléspectateurs lui donnent les conseils. Toi-même, fallait lui dire qu'elle appuyait sur déranger, non? Appuyer sur déranger comment? Mais quand l'homme se lève un matin mais comme tu ça, voulais que l'homme vous mette à l'aise. il achète un terrain ton homme te met à l'aise. à ma mère. Comment? Il achète un terrain à ma mère. Voilà. Il refait la maison. Il me donne l'argent pour ma garde-robe. Il arrange tout. Tout ce qu'il donne, demande, il donne. Non. Il faut être bête pour ne pas avoir peur. Voilà. Si au moins il avait parlé du business qu'il fait après le boulot, ça pouvait aller. Donc il reproche à son mari d'entretenir sa belle-mère. Non, elle n'a pas refusé. Elle dit que c'est le comportement et les dépenses qui lui font paniquer. Qu'elle panique comme ça à cause des dépenses. Parce qu'elle ne connaît pas le business. Elle ne connaît pas le business que le monsieur fait après le boulot. Elle a besoin de vos conseils. Un mari qui vous fait paniquer. Un homme se réveille matin. Parce qu'il vous met à l'aise. C'est ça, il faut ajouter ça. Il exagère. Il vous met à l'aise. Il y a la limite, c'est où, ma fille? Non, quand tu es avec quelqu'un, tu connais son comportement. Un monsieur qui débarque voilà un là, mari qui a un bon comportement. il fait tout. Il refait la maison. Il achète la nouvelle voiture. Voilà. Il achète le terrain à votre mère. Il vous donne tout ce que vous voulez. Il commence à s'habiller cher. Il t'achète des choses chères. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Mais il n'a pas dit là où son mari. Est-ce qu'il a dit là où son mari travaille? Elle ne m'a pas dit où il travaille, mais elle connaît combien il touche à la fin du mois. Mais c'est ce qui est caché derrière. Elle dit qu'elle veut connaître ce qui est caché derrière comme affaire. En dehors du boulot, tu travailles quoi, chérie? Il dit, laisse mes business, ça ne te concerne pas. Elle se dit que oui, il est entré dans le famille là-haut. Qu'elle ne sait pas comment elle va se comporter. Soit elle libère la maison, soit monsieur lui dit la vérité. Donc, à vous la parole. Et il continue, pardon. L'argent qui fait peur. Enrichissement sans cause, enrichissement illicite. On voit très bien que la question pourrait se poser aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est que la femme ne prend pour seule et unique hypothèse que le cas du femme-là. Et pourtant, on peut peut-être imaginer que cet homme pourrait être un voleur. Il y a d'autres moyens d'enrichissement illicite, sans cause, de réussite subite, d'ascenseur social. Cela pose également cette question pour nous autres. Comment est-ce que l'on appréhende la question de l'ascenseur social? Comment, à partir de quel moment on définit les critères qui devraient être pris comme acceptables pour justifier de la richesse, du patrimoine d'un individu? À partir de quel moment on admet que quelqu'un est quitté d'une classe sociale à une autre avec sa trajectoire, avec une façon, avec une traçabilité, et qu'on sache clairement ce qu'il a fait pour y parvenir? Et donc on voit très bien que l'omerta, l'opacité qui gouverne aujourd'hui nos États africains, parce que l'argent, on le voit très bien, est géré en catimini, est finalement à l'origine de toutes les suspicions, à l'origine de toutes les supputations et spéculations autour de la richesse de certains individus, de certaines personnes. Et c'est normal qu'on se pose cette question, c'est normal que cette femme se pose cette question de savoir où est-ce que cet homme, du jour au lendemain, a réussi à changer son train de vie de manière aussi exponentielle. On ne peut pas devenir riche sans l'expliquer. On ne peut pas devenir riche sans qu'on ne sache ce que vous faites pour devenir riche. Ça se voit, ça s'entend. Quand quelqu'un a l'argent, on va dire, normal, a le bon argent, ça se voit, on voit ses affaires, on voit que, vous voyez, c'est pas pour rien que Forbes fait un classement chaque année des fortunes du monde entier. On vous dit que Dangote est le plus riche d'Afrique, on retrace sa fortune, on sait clairement quel est son patrimoine, ce qu'il gagne chaque année. Quand on dit de Jeff Bezos qu'il est l'homme le plus riche du monde, on sait qu'il fait des choses. On peut remonter, on peut savoir que voilà, il y a Amazon qui a fait ci, fait ça, et on sait d'où vient sa richesse. Donc, ce sont des choses qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on est lorsqu'on est face à des situations comme celle-ci. Alors, je commence par vous, Boro Bengal.
quelle est votre grille de lecture de l'histoire de ce matin? La première chose à observer, c'est les contradictions sociales. Nous vivons avec ce que nous appelons le niveau de vie occidentalisé. Ça, c'est le niveau de vie. Et ça, mais c'est venu prouver ou alors dérégler ce qui existait avant, et qui existait dans nos sociétés. Avant, nous, on n'avait pas de niveau de vie. La classe moyenne, la classe bourgeoisie, ceci, l'étude. On avait la qualité de la vie. C'est-à-dire, je pouvais ne pas avoir de moyens financiers, mais avoir mes 3 femmes, 4 troupeaux de bœufs, de chèvres, mes champs. Je vis. Je vis à l'aise. Là, c'est le niveau de vie. Donc, je veux dire la qualité de la vie. On vit bien. Donc, à ce moment... Mais sauf que dans un environnement capitaliste, où voilà. on s'achète, on est obligé de prendre en compte cette donnée avec un homme qui s'achète des voitures, qui s'offre un patrimoine immobilier conséquent. On peut se poser des questions. Oui, justement, c'est pour vous dire justement que vous avez aujourd'hui dans votre langage, vous dites le monde évolue. Où est donc l'évolution lorsqu'on ne sait pas comment quelqu'un devient riche? On ne peut donc pas parler d'évolution. Vous voyez que ça commence à inquiéter. Ça commence à inquiéter. Au lieu de dire que les choses changent, ça change, mais ça n'évolue pas. Nous, on dit plutôt que ça régresse. Non, de manière plus sérieuse, ici, la femme a raison de s'inquiéter. Elle a raison de s'inquiéter pour non pas que son mari soit, j'allais dire, radin, c'est un gars bien, il estime, elle ne souffre pas, même l'état de vie qu'elles avaient avec le salaire, elle ne se plaignait pas, mais subitement, la richesse qui aurait pu subjuguer d'autres femmes, la mettre dans une situation d'inquiétude. Et justement, elle commence à soupçonner. Elle a parlé de femmes-là, et là, moi, je l'encourage. Pourquoi? Parce que, en fait, dans un premier temps, nous disons il n'y a de richesse que d'hommes. Très bien. Mais quand il n'y a de richesse que d'hommes et que quelqu'un soit soupçonné d'être dans le femme-là ou le con, ça veut dire que la femme, elle peut commencer à perdre ses enfants, elle peut commencer à être vendue elle-même, parce que il y a des gens qui vous disent que ça n'existe pas, ça existe, le femme-là, le con existe. Il faut d'ailleurs donner cette attitude-là, on peut le démontrer si l'occasion se présente. Donc, elle est inquiète, et c'est pour cette raison qu'elle m'intéresse. Ce n'est pas, vous avez parlé d'enrichissement illicite, elle peut être dans le réseau de blanchiment d'argent, comme elle peut être dans les réseaux vendre la drogue, tout ça. Mais comme elle peut aussi être dans ce que vous appelez aujourd'hui le marketing des réseaux. Est-ce que dans les produits... L'affaire Bida? Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a d'autres compléments. Il y a des compléments alimentaires qui nous viennent de l'Occident et vous les distribuez par réseau. Est-ce que c'est là? Moi, je lui dirais seulement, ma fille, calmez-vous, intégrez seulement que l'homme ne peut pas tout dire. Il ne doit même pas tout dire. Mais l'inquiétude est normale. Il faudrait savoir si votre mari n'a pas mis les mains dans un endroit compliqué. Et tout. Mais à ce niveau aussi, il faut savoir à qui s'est référé. À qui s'est référé? D'abord, le chef de famille. Vous avez dit à votre mari, c'est ça la norme. Vous rapportez à son... S'il a un frère aîné ou celui qui est considéré comme chef de famille, vous lui en parlez. Et à ce moment, vous venez nous voir. Nous les traditionnalistes, on peut vous donner des assurances. Mais déjà, l'inquiétude est bonne. Là, je l'encourage. C'est comme ça que ça se fait. Voilà. Alors, Charles Hamel, la prochaine question, c'est la vôtre. Alors, dites-nous, cette femme a-t-elle raison d'être inquiète? Monsieur Eric Fopoussi, cette femme est tout sauf une vraie femme. Elle est tout sauf une vraie femme. Pourquoi je le dis, monsieur Eric Fopoussi? Chaque femme devrait connaître son mari dans son sourire, dans son regard, dans sa façon de marcher, dans sa façon d'être. C'est ce qu'on appelle, nous les Bantous, la fusion des âmes. Le mariage que les Occidentaux ont dit, mariage physique. Voulez-vous me prendre pour époux? Oui, je vous prends pour époux. Ça, c'est de la comédie, monsieur Eric Fopoussi.
Le mariage des Bantous avant tout spirituel. Monsieur Eric Fopoussi, la femme qui n'est pas capable, lorsqu'elle voit son mari sourire, elle dit que le type c'est en colère, évitez-le. La façon que votre père est entré là, faites attention. Il a, non, je ne pose pas de problème ce temps c'est passé, tel que je vois, il est fauché, il est foiré. La femme doit avoir, elle est le thermomètre, monsieur Eric Fopoussi. Et c'est la raison pour laquelle on dit, si en 6 mois, une femme ne vous a pas connu, c'est que ça ne vaut pas la peine, monsieur Eric Fopoussi. Donc, cette femme ne connaît pas son mari. Elle est étrangère. Première chose. Deuxième chose, celui qui se débrouille le jour s'embrouille la nuit. Et celui qui se débrouille la nuit s'embrouille le jour. Cette femme, c'est là où elle part. Elle a donné une information, monsieur Eric Fopoussi. Elle n'a pas de dire que si c'est le femme-là, non. Elle sait dans sa tête que c'est le femme-là. C'est le con. Donc ça suppose qu'elle appartient à une autre église. L'église des marabouts. Monsieur Eric Fopoussi, une femme ne peut pas se lever un matin et dire que mon mari est entré dans ceci. Non. Pas la femme. Pas la femme, monsieur Eric Fopoussi. Elle est allée guetter quelque part. Elle a dit que ton mari va entrer. Ton mari peut entrer. Les amis avec qui ton mari marche. On lui a dit. Lorsqu'elle vient voir tendance, en fait, elle ne veut pas dire la vérité à tendance, mais elle dit que ça peut être la femme-là. Pourquoi ne s'agrippe que celui-là? Oh, depuis qu'on débat ici, nous on débat plutôt de blanchiment d'argent, réseau de faux, réseau de ceci. Mais monsieur, il faut que vous avez vu où que vous entrez dans une société secrète. À l'immédiat, vous entrez dans une société secrète, on vous donne l'argent. Sans effort. Dites-moi, sans effort. Il n'y est jamais entré. Oui, on va d'abord. Merci beaucoup. Parce que, voilà. Lorsque vous entrez, vous devez d'abord poser un effort. Ça peut être un chèvre, ça peut être une poule, ça peut être un porc, ça peut être un hibou, ça peut être un canard. Ça dépend de ce que vous donnez, monsieur Eric Fopoussi. Et c'est à partir de là qu'on récompense votre effort. Parce que chaque animal sacrificiel a un prix. Donc, qu'elle ne nous raconte pas cette hypothèse, à moins qu'elle est au courant de qui il a vendu. Donc, à ce niveau, donc, monsieur Eric Fopoussi, j'estime donc que le débat est faux. Pourquoi? Dans les attitudes d'un homme qui a pénétré un cercle ne s'ignorent pas. Les attitudes d'un homme qui a pénétré un cercle, ça ne s'ignore pas. Je suis carifé, mais je vous dis, ça ne s'ignore pas. Ça ne s'ignore pas, je vous le dis. Il y a changement au niveau de la consommation alimentaire. Durant le mois, généralement à partir du 13e jour du mois, il y a changement des habitudes. Et il y a des plantes qu'on amène à la maison. Mais monsieur, il faut que je n'entrerai pas plus. Je n'entrerai pas plus. Non, mais autant ne pas les citer. Oui, je dis changement d'habitude culinaire. Au 3e jour, au 13e jour du mois, il y a des changements d'habitude culinaire. C'est quoi? Il mange plus de viande, plus de légumes. Une femme va observer, c'est pas linéaire. D'accord, ok. Et il y a des arbustes qu'on va amener, qu'on va essayer de planter à la maison. Il y a des arbres qu'on va amener, des petits arbustes qu'on va amener, qu'on va essayer de planter. Il y a des petits animaux qu'on va chercher à ramener à la maison pour s'occuper de l'élevage. Il y a des pièces qu'on va faire en disant que personne n'ouvre cette pièce. Il n'y a que moi qui dois ouvrir cette pièce. Il y a des attitudes, il y a des livres qu'on va commencer à lire. Il y a beaucoup de choses, monsieur. Mais je peux vous dire qu'il y en a qui font ça et qui ne sont pas dans ça. Non, monsieur, il faut aussi. Maman vous a dit, elle commence avant de venir voir. Ce n'est pas aller voir avant de commencer, c'est des observations. Oui. Parce qu'on va te poser la question, ça se passe comment? Il y a des jours où il y a des tenues particulièrement, il va aborder certains types de vêtements. Et il y a c'est toute une science, monsieur Eric Fopoussi. Donc, je le dis, je le vais le dire, ça peut être une accusation gratuite. Elle peut avoir des informations, mais qu'elle communique véritablement ces accusations. Mais pour le moment, je ne vois pas cet homme comme étant un homme sorcier. Je ne vois pas cet homme comme étant quelqu'un de sorcier. Dire qu'il va en Australie faire 2 jours, elle a exagéré. Déjà, quitter du Cameroun pour aller en Australie, c'est combien de jours? Cette femme, quelque peu, un peu menti. C'est combien de jours? Quitter d'ici pour aller en Australie, c'est pas la porte d'à côté. Quitter d'ici pour aller au Canada, c'est pas la porte d'à côté, monsieur. Il faut poser. Elle est un peu exagérée. Oui, il peut se déplacer, il peut faire 3, 4, 5, 6 jours, on peut être d'accord. Mais monsieur, il faut poser. Mais Chalamel, je pose une question. Hein, vraiment, existe-t-il un business, un commerce qu'on peut faire et rapidement avoir de l'argent? Oui, ça existe. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire qui vous rapportent de l'argent, monsieur. Il faut aussi. Oui. Il y a des secteurs.
Il y a des secteurs d'activité. À une certaine période, c'était le secteur de la téléphonie mobile. Vous vous rappelez les téléphones portables. Vous vous rappelez que les téléphones portables, et puis il y a des accros. Il y a des gars qui veulent seulement les dernières sorties de gamme. C'est les réseaux, ça dépend de là où il est. Ça dépend de qui fonctionne. Et il y a plusieurs secteurs d'activité qui rapportent énormément de l'argent, monsieur. Oui. Comme du petit beurre, ça je peux vous rassurer. D'accord. Comme du petit beurre. À l'heure actuelle, il y a des gens ceux qui ont découvert les business entre le Bénin et le Cameroun. Il y a des gens qui sont devenus des intermédiaires, qui font prendre des véhicules dernier cri au Bénin, qui rapportent ici au propos du Cameroun et qui revendent ces véhicules à des prix 4 fois, 5 fois. Parce qu'au niveau du Bénin, on a battu la douane. On ne paye pas des frais de douane. 200, 300 000, vous achetez une voiture à 1 million, 2 millions, pour revenir à vendre ça à 13, 14 millions. Il y a beaucoup d'affaires qui se font comme ça. Ça dépend du tuyau et de la personne qui l'a introduit. Et je rappelle aussi que la fortune sourit aussi à ceux qui ont longtemps cravaché et qu'un jour, quand ça sonne, quand votre heure a sonné et que vous êtes au bon endroit, au bon moment, les choses se déclinent parce que vous avez été intermédiaire dans une grosse affaire et on vous donne de quoi, évidemment, vous récompenser. Ça peut être 10% de l'affaire. Si c'est 10% de l'affaire qui a coûté 500 millions, par exemple, vous avez 50 millions de jours au lendemain. Vous pouvez investir dans 2-3 choses. En 2-3 semaines, vous multipliez par 2, par 3 et vous êtes lancé. Donc, c'est pour vous dire que c'est normal qu'on peut réussir en quelques temps. Ça existe, mais sauf qu'il faut savoir, il faut avoir la traçabilité. C'est ça qui pose problème. Alors, non, c'est pas tout qu'il faut avoir la traçabilité. Oui, non, mais bien sûr qu'on peut avoir la traçabilité. Je vous dis, c'est pas tout dont il faudrait avoir la traçabilité. Pourquoi pas? Surtout avec sa femme, c'est pas tout, monsieur. Non, pas pour sa femme, je dis pour le fisc. Ah, d'accord, oui. Pour le fisc. Alors, Karine, allez-y. Oui, c'est à vous, Karine. C'est votre tour maintenant de parler. Allez-y, parlez. Je ne sais pas si l'histoire nous a dit que ce monsieur a eu une promotion, mais l'histoire nous dit bien qu'il travaille pour quelqu'un. Mais qui fait des affaires. Il travaille pour une entreprise. Prenons d'abord ça comme ça. Il travaille quelque part. L'histoire ne nous a pas dit s'il a eu une promotion. L'histoire nous dit tout simplement que ce monsieur, du jour au lendemain... Il dit qu'il fait des affaires à côté du travail. Voilà ce qu'il dit à sa femme. C'est plus tard qu'il dit ça à sa femme. L'histoire nous dit que du jour au lendemain, le monsieur a commencé à avoir beaucoup d'argent. Construire une maison à sa belle-mère, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas contre les cadeaux et tout ce qui va avec. Mais la femme, ce n'est pas les bijoux seulement. Vous pouvez donner tout ça à une femme pensant qu'elle est heureuse, elle ne le sera pas. Parce que quand elle dort, elle ne sait pas ce que vous faites. Parce que quand elle veut s'asseoir là et réfléchir, qu'est-ce qui fait en sorte que hier, mon mari n'en avait pas, aujourd'hui il en a. Elle n'arrive pas à réfléchir par rapport à cela. Il y a des femmes qui s'en foutent. Non, il y a des femmes qui s'en foutent, mais heureusement il a la bonne. Tant que vous la mettez à l'aise. Heureusement il a la bonne. Il lui a dit qu'elle fait les affaires. Heureusement il a la bonne. Chaque affaire a un nom. Il n'y a pas d'affaire sans nom. Heureusement il a la bonne femme. La femme qui est capable de s'asseoir et de lui poser la question de savoir, monsieur, j'aimerais savoir vraiment où sort cet argent. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a des hommes ici dehors qui élèvent leurs enfants avec de l'argent détourné, qui élèvent leurs enfants avec de l'argent maudit, qui élèvent leurs enfants avec l'argent de la drogue. Est-ce que c'est cet argent-là que cette femme veut? C'est cette question qu'il faut se poser. Parce que si elle demande, c'est pas forcément le problème. L'argent n'a pas de couleur. Non, l'argent n'a pas de couleur. Mais sur ce plateau, on a des traditionnalistes qui nous disent, non, monsieur Bachou, excusez-moi, vous nous dites ici chaque jour que crache en l'air, la salive retombera sur ton nez. Ça veut dire que si quelqu'un a fait du mal dans son passé, ça pourra rattraper sa descendance. Absolument. On ne sait pas quel argent c'est. Ça peut être le trafic d'organes. Récemment, on a arrêté des jeunes dans la région de l'Ouest avec des ossements humains. Ça peut être que le monsieur en question est un trafiquant de drogue, comme vous l'avez précédemment suggéré. Ça peut être que le monsieur, il blanchit de l'argent. Maintenant, moi je ne veux pas entrer dans ce... Il peut être usurier aussi. Il peut être usurier et tout ce qu'on veut. Oui. Mais c'est normal que sa femme se pose des questions. Elle est une bonne femme. Elle a pris le temps, contrairement à M. Bachou, d'observer son mari petit à petit, de voir ses changements, d'interroger, de questionner son évolution sociale, économique pour arriver à ce genre d'hypothèse du femme-là. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une femme. Elle n'a pas besoin de libérer. Qu'il réponde d'abord à la question. Tout argent a une origine. Il n'y a pas un argent qu'on appelle l'argent des affaires. L'affaire peut être la vente des voitures. L'affaire peut être l'investissement dans l'immobilier. L'affaire peut être un homme d'affaires n'est pas un homme d'affaires parce qu'il a créé des affaires. Les affaires ont un nom.
Bon, espérons qu'ils ne sont pas un féman. Il faut aussi être ça. Voilà. Maintenant, et qu'il n'a pas escroqué. Parce que moi, j'ai vécu quelqu'un, quelque chose, un voisin. Il travaillait au port à l'époque. J'étais très petite. Oui. Il travaillait au port selon ce que sa femme nous disait. Un soir, on est venu toquer à sa porte. Il a dit à sa femme, c'est pour une affaire. Je reviens demain. Il était aux environs de 2 heures. Il est parti et il n'est pas revenu. Elle a commencé à chercher, appeler les amis, ainsi de suite. Rien. 2 jours après, on vient lui dire, madame, voici cette photo. On a retrouvé cette pièce dans la poche de votre mari. Son corps a été retrouvé dans l'eau du Vouri. Est-ce que vous reconnaissez? Elle dit oui, c'est mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était dépassée parce qu'elle sait que son mari travaille au port. Mais après, les rumeurs ont couru. Non, apparemment, il était un receleur. Apparemment, il y a une affaire qui n'a pas marché. Apparemment, tu deviens veuve parce que tu ne savais pas ce que ton mari faisait. Non, mais vraiment, il faut savoir. Non, mais vraiment, elle n'a accepté qu'il sorte ce soir-là. Quand même, c'était 2 heures. C'était 2 heures. Non, vraiment, monsieur Bachou, quand je vais chuter, vous pourrez rebondir par rapport à mon argument. Parce que nous sommes dans une situation où notre société fait comme si ces faits n'existent pas. Que c'est impossible qu'un homme entre dans le FEMLA et que l'argent entre directement. Vraiment. Pour un homme qui s'est battu, il n'y a pas un argent qu'on obtient après 2 semaines d'investissement et qu'on investisse dans la construction de la maison qu'on offre à quelqu'un vraiment. Quand le bénéfice entre au premier argent qu'on a, on réinvestit. Je ne connais pas un businessman qui après son premier bénéfice construit la maison à sa mère. Vraiment, je suis désolée. Je suis désolée, monsieur Bachou. Non, mais ça existe. Monsieur Bachou, cet argent... En une seconde, moi, je peux vous donner un témoignage. Des années, c'était en 1992. Un étudiant de l'ESSEC, c'est à Douala, que je ne citerai pas le nom, il est en train de terminer son cycle d'ex, donc 4 années de marketing. Il fait un stage, je cite la société parce qu'elle n'existe plus, Shell, et trouve un vieux, voilà, qui est en train d'aller à la retraite. Il lui confie un dossier, lui dit, mon fils, je ne te connais pas, traite-moi ce dossier. Il fait des transactions, bon, le gars lui apprend, le vieux lui apprend les tractations, le langage dans le problème des mines, des pétroles et tout. À la fin, le gars lui dit, on donne à ce vieux le pourcentage, comme vous disiez tout à l'heure. L'étudiant de l'ESSEC se retrouve avec 200 millions. Comme vous dites, il a eu peur. Non, le vieux lui dit non. Moi, j'ai mes 2 fils aux États-Unis et tout. C'est rien, c'est ta chance à toi. Mais le gars est resté, cet argent est resté dans la banque pendant 3 mois. C'est à moi seul qu'il avait dit. Mais il ne comprenait pas. Donc, en fait, il y a des situations comme ça, vous pouvez... Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a le karma. Lorsqu'on dit aux parents aujourd'hui, lancez-vous dans de bonnes actions. En fait, vous cultivez la richesse, le bonheur et tout pour votre descendance. Mais si vous entrez dans des chemins tordus, là aussi, vos enfants, alors là... Bon, en hérité. Monsieur aussi, je connais quelqu'un qui était un misérable, excusez-moi l'expression, je vais poser pour que Karine Sontia puisse comprendre. Un galérien, il galérait, monsieur Rifopoussi. Il s'est retrouvé au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. À la bonne heure, il est tombé sur un papa qui lui disait, derrière le gouverneur, au niveau de Bonanjo, on vendait les espaces. Le père lui a dit, mon fils, je te vois, si tu me rends des services et tout, cet espace, je le vends. Trouve le preneur, tu fixes mon prix, c'est tant. Tu finis, dès que tu as trouvé mon prix, c'était 500 mètres carrés. Tu trouves la personne qui va prendre, tu fais tes commissions. Moi, donne-moi seulement tant. Le gars a passé des annonces. En une semaine, il y a un gars qui revenait des États-Unis, il avait le lourd, monsieur Rifopoussi. Ils ont pris le terrain. Ils ont pris un terrain qui a plus de 120 000 francs le mètre carré, 120 000 francs le mètre carré. Le gars s'est retrouvé, je dis, là, en une journée, avec 100 millions. 100 millions sur la vente d'un terrain. Il est rentré, sa femme a réfléchi comme... il est entré dans le fond. Naturellement, c'est pourquoi je dis, chaque affaire a un nom. Il n'y a pas d'affaire qui n'a pas de nom. Demandez à toutes les femmes, quand le mari sort de la maison, prenez le sac, suivez-les. Allez voir ce qu'ils font. Vous savez ce que je dis. On n'a pas besoin de ça, monsieur Bachou. Le dialogue seul suffit pour établir les faits.
Nous sommes dans une situation qui n'a rien à voir avec la vente d'un terrain. Il n'a pas dit à sa femme cela. Il a dit qu'il fait les affaires. Il peut être dans tout. Mais s'il le dit, il n'y aura pas de question. Je peux finir cette émission pendant que je suis en train de préparer celle de demain, j'ai un coup de fil. On me dit, Charles, viens modérer X ou viens modérer Y. Je me retrouve à modérer. Je rends la journée avec 100 000 francs. Tu vas dire que je suis entré parce que j'ai acheté. Et on n'est pas obligé de dire à son épouse. Non, j'ai dit que j'ai fait un truc quelque part. Bon, voilà. Voilà, monsieur. Je ne suis pas obligé. J'ai fait un truc quelque part. On arrive. Voilà. Charles, je vous prie de ne pas dévoiler nos secrets à nous. Je vous en prie, Charles. Non, c'est que les femmes exagèrent. À un moment donné, les femmes, parce il faut dire la vérité. Vous allez faire comme ça chez nous, des soucis. Prenez un stéthoscope directement, envoyez-nous ça partout pour voir. La vérité protège aussi votre famille, monsieur Bachou. Vraiment, la vérité protège votre famille. Ma chérie, convoque une réunion familiale. Non, elle n'a pas le droit de convoquer. Non, elle ne peut pas comment. Elle se sent mal. Convoque une réunion familiale jusqu'à ce que s'il n'est pas disponible, ou encore s'il ne veut pas causer avec toi. Ma chérie, s'il ne veut pas causer avec toi, espionne-le. Tu dois commencer à l'espionner. Parle au chef de famille, il va lui en parler. Il va donc comme il sort le matin, là, tu le suis. Arrivé au travail, tu parles à son patron. Oui. Si son patron ne te reçoit pas, voir ses collègues de service. Si le business est avec le patron, il ne faut pas que les gens sachent. Quelqu'un peut entrer dans le femme là sans savoir. Et même quand sans savoir, quand madame est curieuse comme ça, c'est pour qu'on vienne. Si. Je vous dis Oui, faux, si, tu ne peux pas entrer dans cette affaire sans savoir. Arrêtez de penser à ça. Tu peux entrer dans le femme là sans savoir. Vous ne pouvez pas entrer sans savoir. Comme madame a eu des témoignages, même ses paroles de femme. Quand madame commence à... Je dis c'est faux. On a eu des témoignages. Je dis c'est faux. On peut entrer dans le femme là sans me connaître, monsieur Bachou. Quand madame prend la peine d'être attentionnée, tu ne dois pas prendre ça avec les pincettes. Écoute, c'est pas amour qu'elle le fait. Elle pouvait me laisser, tu dépends, tu achètes même, tu construis même toi, sa famille. Ok, on va lire les messages en deuxième partie, madame, monsieur, parce que le temps qui nous est imparti est dangereusement écoulé. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la construction anarchique et les drains au Cameroun. Quel est le rôle de la communauté urbaine dans le processus d'occupation des sols? POS, plan d'occupation des sols. Est-ce que ce fameux plan d'occupation des sols est respecté à la ligne dans le tracé des drains? D'ailleurs, dites-moi si le principe d'application du schéma directeur de nos villes sont mis en application. Voilà les drains. Qui a occupé l'espace en premier? Les populations ou les drains? Dans le plan d'occupation que j'ai eu, il n'était pas prévu que ces drains zigzaguent, comme vous le voyez zigzaguer. Il n'était pas prévu, c'était une ligne. Mais hélas, sur le terrain, on esquive certaines maisons en cassant d'autres maisons. Pourquoi? Allez savoir. Dans le cas où c'est les drains qui ont occupé l'espace, les premiers, comment comprendre que les populations aient forfait de ces dernières, pourtant trop essentielles à leur existence? Comment comprendre qu'à peine a-t-on entamé la construction des 47 km de draps qu'un autre problème se pose, la case des constructions anarchiques? Comment comprendre le fait que les ouvrages déjà prêts subissent de gros outrages dus essentiellement à l'incivisme, lequel débute par l'occupation de ces draps via des constructions anarchiques? Allez du côté de Barcelone. Les draps sont passés, les draps sont finis, on reconstruit encore les maisons qui avaient été cassées. C'est bien. Y a-t-il des équipes de contrôle? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'à l'heure où les ouvrages sont en pleine construction, les draps sont à nouveau encombrés au moment même où les pluies se font de plus en plus fortes? Les drains sont déjà bouchés et encombrés. Comment comprendre cette subite occupation des espaces alors qu'on a déguerpi les populations?
afin de faire rapidement circuler les eaux. Comment comprendre qu'au lieu de libérer les anciens drains sur lesquels les bourgeois, les sportifs, hauts gradés, ministres de ce pays ont bâti domicile, on a préféré procéder à un nouveau tracé qui va sans doute provoquer plus de dégâts qu'il n'en faudra. Les anciens drains sont devenus de grandes rigoles, véritables dépotoirs où l'on y trouve des carcasses de voitures, des vieux moteurs et tout genre de déchets. Les anciens sites servent également de toilettes à ciel ouvert où des gens se soulagent sans spécialement prêter attention au regard des passants. Comment comprendre que les drains soient abandonnés? Que les drains si abandonnés ne soient pas rebouchés pour le malheur des populations qui s'y aventureraient? Comment comprendre le fait que la compréhension de ces différents drains semble ambiguë sur tous les plans? Comment recomprendre encore que dans certains quartiers, des individus ont attendu qu'on fasse les tracés, sont revenus avec des camions de sable et de terre, reboucher les différents drains sous prétexte qu'ils ont l'argent? Oui, c'est bon d'avoir de l'argent dans ce pays. Comment comprendre tous les contours qui sont effectués sur le tracé ou dans le tracé de ces fameux drains? On casse par ici, contourne par là-bas, esquive ici, négocie par là, récupère de l'argent à gauche sous le regard médusé des passants qui ne comprennent plus rien dans cette affaire du traçage des drains. Et si le tracé des drains avait produit plus d'argent que la construction de ces drains, messieurs, allons fouiller. Dans tous les cas, les nouveaux quartiers, les quartiers vieux nouveaux, tout sauf un drain, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est de l'escroquer. C'est quelque chose qui n'est pas, donc aux normes. Et on va très vite, dans les semaines à venir, subir les conséquences des travaux qui sont là-bas à Bessengue. Oui, Charles, allez-y. Monsieur Eric Fopoussi, j'invite ceux qui nous regardent à faire un tour. Les premières personnes à avoir fait les drains dans la ville de Douala, c'était le colonel Berthaud. Oui. Berthaud. Lorsqu'il fallait implémenter le camp, le fameux camp Berthaud, monsieur Eric Fopoussi, oui. Ils ont fait un tracé avec des drains de Dakar. Je suis entré dans un drain, monsieur Eric Fopoussi. Je fais dans les 1,99 m, 2 mètres. Peut-être c'est un peu de poids qui m'a fait redescendre. Monsieur Eric Fopoussi, les drains du colonel Berthaud prenaient ma taille 2 fois. Sinon 1 fois et demi. Ça veut dire lorsque vous entrez en termes de largeur, oui, en termes d'épaisseur et de profondeur, oui. Monsieur Eric Fopoussi, la profondeur, oui. Monsieur Eric Fopoussi, vous perdez. Je dis, vous tombez dans les drains tracés par le colonel Berthaud, vous ne ressortez pas. Il faudrait qu'on vous aide véritablement pour ressortir. Et on n'avait pas ce problème d'inondation. La preuve, des quartiers comme Bonanjo n'ont pas connu l'inondation. Jusqu'à pour la prison, ne connaissait pas l'inondation. Il a fallu que des sportifs, parce que ce sont eux les champions, les sportifs, parce qu'ils ont de l'argent, des opérateurs économiques, des hommes de main de certains ministres, M. Eric Fopoussi, certains directeurs généraux aient de l'argent. Ils arrivent, comme on va vous expliquer le processus, ils sont construits littéralement sur tous les drains jusqu'à Japoma. J'ai dit sur tous les drains, M. Eric Fopoussi. Pourquoi dépenser des milliards de francs pour refaire de nouveaux drains alors qu'il y avait des drains existants et que des individus ont construit dessus? Conséquence, nous avons des inondations. Deuxième chose, on a parlé du principe de raccordement des anciens drains sur les nouveaux drains. Lorsque vous allez voir, hôtel de l'air, monsieur Eric Fopoussi, tous ceux qui ont construit dans la zone de l'hôtel de l'air, un peu plus bas, tous, en majeure partie, sont sur les drains. À partir de l'immeuble de ce fameux FEMAN, partant de toutes ces zones, ils sont construits sur les drains. À ce niveau, quand il pleut, c'est bouché. Oui. On a de nouveaux drains. Pire, les drains qu'on a conçus, vous parlez, vous avez vu la taille de ces drains?
Vous avez vu la dimension de cette Vous dites qu'à Bessengue. C'était la moquerie. C'est à Bessengue. Je vous le dis escroquerie, mais j'ai. Et puis, monsieur Bessengue, ça ressemble pas. après on a des trains qui semblent être finis. Bonjour encore les inondations. Voilà, merci. On va marquer une pause, hein. On va s'arrêter là, on va revenir en deuxième partie, madame, monsieur, pour continuer avec vous, avec vos messages, à éplucher cette question des plans d'occupation de sol à Douala, mais également la question des drains, une question qui est une question qui se pose avec acuité. Dans un court instant, nous sommes de retour pour la deuxième partie. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre programme 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Nous sommes le vendredi 5 avril 2019. Un vrai plaisir pour toute l'équipe de vous accompagner depuis 10 heures ce matin. Et pour cette deuxième partie de l'émission, nous allons faire la revue des réseaux sociaux dans un court instant. Mais avant, puisque on n'a pas respecté le rendez-vous des messages en première partie, on va s'atteler à un bon bout de temps lié à ces messages. Karine Santia. On déclare le salaire à sa femme, il y a problème. On ne déclare pas, il y a problème. Femme, tu veux quoi? Le spectateur n'a pas signé le message. Ce monsieur joue au jeu du hasard, loto, et ne veut pas que sa femme le sache. Certainement, il a décroché le jackpot. Armand de Dokoti. Mon frère, le conseil d'un collègue. Si ce mari-là devenait subitement pauvre, elle devait l'abandonner. Frère, gère ton business. C'est monsieur Nana depuis Bafoussam. Un autre téléspectateur, cet homme doit justifier son enrichissement au moins auprès de sa femme. S'il ne l'a pas, alors là, qu'elle s'attende au pire. S'il ne l'a pas fait, alors qu'elle s'attende au pire. Un autre message. Sandy de Belabo. Il y a de quoi s'inquiéter. Ma soeur, continue à le questionner en douceur. Renseigne-toi auprès de ses proches. Surtout son meilleur ami. N'oublie pas la prière. Notre message. Je pense que cette femme a raison de s'inquiéter parce que je suis sûre que cet homme a mis la main dans quelque chose de pas très net. Elle devrait quitter cette maison au plus vite si son mari ne lui dit pas quel genre de business il traite. Razak Beauclair quel de conseil, Tchan ça. qui écrit. D'accord. Je voudrais ici rapporter un avis de Pulchérif Po. Elle est sociologue, elle est écrivaine. L'ouvrage L'âme meurtrie d'Anouk, qu'elle a rédigé tout récemment, elle dit que l'on peut être dans le femme-là et dans le con et être pauvre. C'est ce qu'elle dit, et que l'argent est question de ce que l'on reflète, est une énergie qui représente ce que nous reflétons. Donc, si nous avons la pensée de l'argent, forcément ça peut nous venir à nous. Donc qu'on soit dans le con ou le femme là, ça ne veut pas dire que vous avez l'argent. Et ce qu'elle précise à dire, c'est que il faut éviter de faire des pactes avec le diable, puisque le diable, évidemment, n'est jamais est toujours on le paye toujours très cash, les pactes avec le diable. Je confirme, on peut être dans le femme-là, dans le con, et être très pauvre. Être très pauvre. D'abord, non, ça existe. Il y a des situations comme ça, je ne citerai pas le nom ici, où les gars, ils se disaient, mais il est dans le femme-là, pourquoi il n'a pas d'argent? Et pourtant, il y est, et il fait cause des dégâts de la famille. Voilà. Mais attends, c'est quand même, je veux dire, pour un Camerounais moyen, pour un Camerounais... Moi, je suis content que les sociologues commencent à s'intéresser à ces gens, parce qu'à un moment, ils vous disaient, ça n'existe pas. C'est bien qu'ils commencent à s'intéresser à ces gens. Monsieur ne veut pas causer. Mieux tu fuis toi avec ta tête. Oui, que tu as quand même parlé. Donc, ça veut donc dire que Chalamel avait raison. Qu'elle sait. Oui, elle sait. Elle a vérifié, elle sait. Fuis-toi ta chose, maman. Monsieur Eric, il faut pousser. Pardon. Mais tu as dit qu'elle fuit sa chose, Eric. Elle va rester faire quoi? Donc, un homme, vous savez que j'ai un mari dictateur, je n'ai pas parole. C'est comme ça que je ne peux pas lui dire. Donc, il y a problème. Non, ça veut dire ça veut dire qu'elle doit aller jusqu'au bout. Elle dit, chérie, ça fait depuis un certain moment, tu ne réponds pas à la question. Tu es dans, j'ai vérifié, tu es dans le con. Et comme moi, je ne veux pas perdre ni mes enfants, ni moi-même. Je disparais. Voilà, non. Je convoque un conseil de famille où elle va donner des justifications. Oui. Et là, maintenant, on peut voir. Mais on ne sort pas comme ça, elle n'est pas venue en mariage, elle seule.
On a quand même voté que les gens ont pris la Non, note. mais il En faut refusant dire... le dialogue, je me sens frustrée. Qu'est-ce que Elle peut refuser. Si elle est vraiment dans le là, elle peut refuser. Monsieur Rifopoussi, Oui, c'est Charles, 9 allez-y. portes. Oui. C'est 9 portes. Lorsque vous pénétrez la porte principale de ce cercle, c'est 9 portes que vous devez franchir, qu'on compte. C'est-à-dire, vous avez le choix. La première porte, monsieur Eric Fopoussi, à votre gauche, il y a ceux qui font le mal pour le plaisir de faire le mal. Il y a ceux qui vont faire le mal parce qu'ils veulent obtenir une promotion dans le secteur du mal. Il y a ceux qui y vont, monsieur Eric Fopoussi, parce qu'ils veulent ajouter un plus à leur confort de vie. Comment dominer leur patron, comment dominer, que ça augmente dans le secteur du fait, tout ce qui parle, tu bois seulement. C'est plusieurs portes et chacun ouvre. Il y a même l'esclavage à l'intérieur. Il y a ceux qui achètent les gens. Comme tu entends, on vous dit souvent, à l'époque, on racontait qu'on prenait des gens qui allaient travailler au monde coupé. C'est-à-dire, on te vend, on retourne ton cœur, on croit pour le vivant, tu es mort. Mais lorsque tu pars, on reprend ton corps, on remet en position, tu vas travailler dans une plantation, tu commences à vendre les pains, ils vendent tout ce que vous pouvez imaginer. Monsieur le Fopo, si tu enrichis ces différentes personnes. Donc, il faut dire que c'est plusieurs secteurs. Donc, il y a des gens qui rentrent, vous ne pouvez pas entrer sans savoir, parce qu'il y a le pacte qu'il faut faire. Parfois, ça peut être le stylo, on vous donne un stylo. On dit, ok, vous êtes d'accord. Non, je dis, vous ne pouvez pas entrer. Si le jus qu'on boit, choisis ta part, tu bois quel c'est pas goût? possible. Tu peux entrer te dire, maman, tu bois le jus ou tu bois la bière. Non, Tu dis que bois la bière. tendance, c'est pas vrai. J'ai suivi des femmes faire des témoignages, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Elles ne veulent pas vous dire. remettez en question C'est ce faux. qu'elles ont J'ai dit. dit c'est faux, Ok. monsieur le faux. Vous ne Elles pouvez savent. pas entrer sans savoir. Mais moi, ce que je sais, et je le dis avec toute conviction, ce que je sais, Chalamel, c'est que il n'y a pas une maison où, parce que vous entrez et on vous donne l'argent, vous sortez, vous devenez riche. Ça, c'est ce que je sais. Mais monsieur Eric Je sais qu'il n'y a pas de serpent qui vomit. Monsieur Eric Fopoussi. Parce que je sais que tous les billets qui sont produits par la BEAC ont des numéros. Donc forcément, il y a une traçabilité. Vous avez l'argent, sauf si c'est les faux billets qu'on vous donne là-bas. Parce que si vous avez les vrais billets d'argent... Demandez donc à votre sociologue, elle va vous expliquer. Donc vous avez dit vous-même que vous ne savez pas. Donc c'est des cercles, c'est des champs que vous n'êtes jamais... Voilà. Donc limitez-vous à ça. Limitez-vous à ça. Sauf si les gars multiplient les billets d'argent. Mais je peux vous envoyer l'argent avec le bois. C'est comme l'église. On ne peut pas vous baptiser si vous n'avez pas un parrain. C'est le principe de trois. L'initié, l'initiateur et le parrain. Ça suppose que si vous devez entrer, il y a quelqu'un qui vous copte. Et la personne qui vous copte vous dit comment on entre. Vous pensez qu'on entre dans ces cases-là comme on entre à l'église? Il y a une façon d'entrer. Il y a une façon de cotiser. Au marché central, je vous cite avec le marché central, il y a une tontine de 1000 francs. C'est un tontine de 1000 francs, bien neuf, ils ne prennent pas de vieux billets, bien neuf. Vous savez combien ça paye? 100 millions sur le marché. Je dis marché central. On connaît toutes ces choses, monsieur Fopoussi. Donc vous n'intégrez pas si vous n'avez pas été copté, s'il n'y a pas quelque chose. Je peux vous en dire plus. Ça existe, c'est là, mais vous entrez en sachant. Mais il faut d'abord travailler d'abord aussi. C'est tellement compliqué. Pardon? Mais il faut travailler. Qu'est-ce que vous appelez travail? Mais avoir une activité qui vous... Non, laissez ça, mon frère. Le jour où vous allez organiser un débat, on va vous expliquer. Allez-y, Karine, continuez. Mais Karine, je vous trouve très calme. Qu'est-ce qui se passe? C'est le femme-là qui l'a ébranlé. Je prends la peine d'écouter et D'accord, je me rends allez-y. Non, bien lisez le compte message. qu'on a oublié que c'est parce qu'il y a une inquiétude qu'elle pose le problème. Oui, allez-y. Alors, si cette femme était une bonne femme, elle n'allait pas jouir de ses privilèges avant de se plaindre après. Quand on doute de l'origine d'une chose, on ne l'accepte pas. C'est pas une bonne femme. Elle est matérialiste. Elle ne se soucie pas tant que ça. C'est de l'hypocrisie. Ben de Biemassi qui écrit ce message. Un autre plateau. L'inquiétude peut venir du fait qu'elle maîtrise exactement son mari. Attention, on peut entrer dans une société secrète sans le savoir. Je sais de quoi je parle. Hervé de Yomaba. Vraiment. Notre message, voilà, les femmes, vous exagérez. Si cette femme ne se sent pas à l'aise parce que du jour au lendemain, son mari a fait X ou Y, mais qu'elle s'en aille. C'est vrai qu'en Afrique noire, nous vivons avec des sectes et autres soi-disant à la recherche du bonheur, mais que cette femme soit fière, car son mari aurait dû construire cette maison à une autre femme dehors, et celle de la maison serait en train de se plaindre que son mari est devenu riche et l'abandonner. Waouh, le message est super long. Un autre message par rapport à la colère de Charles Hamel ce matin.
je suis d'accord avec Charles. Dernièrement, il a fallu que j'utilise l'échelle pour descendre dans un drain martial depuis ancien 3e. Alors, et l'autre truc, monsieur, il faut soulever la question de ces personnes qui remblent les drains. Je vous ai pris le cas de ce qui s'est passé avec la dernière pluie, pendant que tout les Camerounais étaient focalisés sur le lac cratère du pont du Vouri, monsieur Eric Fopoussi, ce lac qui s'était improvisé pendant la pluie. Il y a eu des morts à chose. Et je crois qu'il faudrait, justement, même que par rapport à ces différentes inondations, que les experts techniques nous donnent désormais à Douala la position des prises électriques. Il faudrait, parce qu'on s'est rendu compte que chaque fois qu'il y a inondation, il y a des gens qui se font électrocuter dans les maisons, les domiciles, parce que les normes du blanc ont dit que les prises doivent être mises en bas, à dessous, ou je ne sais pas combien de centimètres du sol. Non, il faudrait qu'on revoie cela. Il y a une jeune fille qui a été électrocutée au point de décéder. La communauté ne s'est jamais dérangée. Vous avez des gens qui remblent. Je pense qu'avec la complicité de la régie, on peut voir cette image où quelqu'un, derrière Maquet Petradex, a remblé littéralement M. Eric Fopoussi les draps. Il a remblé les draps pour obligeant l'eau. Est-ce qu'on peut regarder l'image à la régie? Parce que c'est... Remblé, voilà ça derrière Tradex. Vous voyez, le drap existait, vous voyez là, vous voyez la terre là. On a remblé et renvoyé l'eau. Voilà le nouveau coup d'eau. Voilà le coup d'eau s'est battu pour venir trouver. Alors que les draps existent, on a remblé les draps. C'est malheureux. C'est malheureux tout ça. Les Camerounais qui se font mal eux-mêmes. Vous voyez comment on baisse les camions de sable? Ok. Les camions de terre pour rembler, pour repousser. Oui. Pour repousser, la communauté urbaine n'est pas là. Pour grappiller un peu de centimètres carrés de terrain, malheureusement. On va continuer avec vous, Karine Sontia, avec les messages, je vous en prie. Le Cameroun ne dispose d'aucun plan d'urbanisation, raison pour laquelle nous faisons face aux catastrophes naturelles et aux désordres urbains. Jean le sage de PK20 qui nous écrit ce matin. Un autre message, certains hommes, ça c'est par rapport à l'histoire de tendance ce matin. Je demande souvent à quelqu'un qui veut sortir du FAMLA si tu connais ou pas de jurer avant toute procédure de guérison. Je comprends pas. C'est ce qu'on appelle le cadi. Est-ce qu'on vous demande de juger? On fait une séance de cadi où on fait asseoir le principe du cadi. Quand tu arrives, on te demande de parler. Tu parles, après on te dit prends. Prends toi-même de ta bouche, de ta main, envoie la main, tu te sers et tu bois pour dire tu ne connais rien. Tu envoies la main, tu ne vois pas l'ustensile qu'on utilise pour pouvoir boire. En ce moment, on te dit, tu ne retrouves pas comment. On appelle quelqu'un d'autre, il arrive, il met la main, il récupère, il boit. Après, on te dit, toi aussi, envoie. Tu ne parviens pas à voir. C'est comme ça, monsieur Rifob aussi. C'est comme ça qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode du macabo, des feuilles de macabo. Il y a plusieurs méthodes. Du balai. Il y a plusieurs méthodes. Ok. On va... Non, le maïs, c'est pour le vol. On va arrêter là pour les messages et prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux, Karine. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on a deux informations principales. Une publication de Jean-Robert Wafo le 4 avril 2019, adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, ministre du shadow cabinet du SDF, en charge de l'information et des médias, intitulé Décentralisation quand la République s'arrête, où commence la gestion des marchés de Tonneland. Après un bref rappel des dispositions de la loi, l'élu a fait l'état de la gestion des marchés dans la ville de Douala, et de ce fait, seul le marché Sandaga et le marché des fleurs ont été construits par la CUD, ce qui implique que la communauté urbaine de Douala ne dispose d'aucun droit de propriété sur tous les marchés de Douala, mais dans les faits, la communauté urbaine de Douala gère tout et dans le non-respect des dispositions liées à la répartition des taxes entre les communautés urbaines et les communes d'arrondissement. Alors, on va dire, bon, Bengan avec Jean-Robert Wafo ce matin, qu'il y a là un piétinement des textes et règlements de la République. On en veut pour preuve la loi 2009 sur la fiscalité locale et le décret de 2015, juin 2015, du Premier ministre sur les marchés des communes d'arrondissement qui sont donc gérés par les communes d'arrondissement elles-mêmes et les marchés des communautés urbaines qui sont eux-mêmes gérés par les communautés urbaines. Il y en a 14 au Cameroun, de communautés urbaines au Cameroun, et à Douala précisément, il y a un véritable gap puisqu'il signale que la gestion, par exemple, du marché central de Douala pour 2018, on est
dans les 400 millions de francs CFA de droits de place au marché central de Douala. Et pourtant, il y a un recensement qui avait été fait à l'époque qui montrait très bien que, 400 millions de francs CFA, c'est pour tous les marchés de Douala sur ces droits de place, et qu'il y a donc une enquête, une étude qui avait été faite sur le marché central uniquement, et qui montrait bien, après recensement des commerçants censés payer ces droits de place-là, que l'argent à récolter s'élevait à 600 millions de francs CFA par an. Comment se fait-il qu'on fasse un recensement avec 600 millions de francs CFA juste pour le marché central de Douala, et que nous ayons tous les marchés chaque année qui donnent seulement 400 millions de francs CFA par an comme droit de place? Qu'est-ce qui se passe? La corruption. C'est la corruption qui est entretenue à partir du haut de l'État et jusqu'au niveau très bas. C'est ça qui fait que on l'avait maquillé depuis les années 80. Je pense la loi de finances, si vous retenez bien l'article 1 d'ailleurs de cette loi de finances de 80, parce que l'année budgétaire commençait de juillet et se terminait le juin prochain, donc 80-81. La loi de finances disposait entre autres que les gestionnaires de budget, de crédit, s'ils arrivaient à avoir de l'argent à la fin de l'exercice, on leur redonnait un certain pourcentage. Et on s'arrangeait donc à ne pas exécuter les travaux qui étaient d'ailleurs admis, élaborés et j'allais voter en commission. Et à la fin de l'exercice, l'État du Cameroun ne venait pas voir si les chantiers étaient réalisés ou pas. Vous disiez, j'avais 1 milliard à l'exercice dernier, il me reste 800 millions, on vous donne 5-10% de ces 800 millions-là. Et comme en haut, il faut des gens qui apprécient, notamment les autorités administratives, les préfets et autres, on dit, tu sais toi-même que tu n'as pas fait, non? Il dit oui. Bon, vous partagez ça jusqu'à l'exercice. Et c'est d'ailleurs ça qui explique que vous allez même à l'Assemblée nationale, on vous dit qu'il y a eu un excédent budgétaire. Mais c'est où? Ça part où? Vous ne savez pas. Donc, en fait, c'est vrai, les mairies de Vouri ici, vous avez vu, au lieu d'aller en bloc pour dénoncer un certain nombre de choses, ils ont laissé le Douala deuxième seul, parce que je pense que c'est Madame Fampoussel qui a commencé à tempêter, et bon, je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Un adjoint au maire de sa commune vient aussi en rescousse. Et à Yaoundé, je pense, Pierre Saint-Éloi Bidou, voilà, il parle aussi avec son maire Yoki, et voilà, Yoki Onana, qui monte au créneau, mais ce ne sont que les deux, dans les 360 communes. Donc, en fait, nous faisons comme si, en fait, quand je dis nous, je parle des maires parce qu'ils sont des élus, il fait comme si on a acté le fait qu'on laisse l'État piétiner ses propres textes. Et c'est bien qu'il doit commencer par le délégué du gouvernement ici, tout à fait, par la gestion des marchés, parce que ce décret 2015/1375 du PM fixant les transferts de ces marchés-là dit clairement que c'est la commune qui gère les marchés de sa localité. Donc, mais pourquoi on ne l'applique pas? C'est la même chose qui s'est vérifiée lorsque le ministre Sadi était à l'administration territoriale de la décentralisation. Il sort une circulaire où il dit qu'il ne veut pas, il ne veut plus entendre parler des concessions, qu'on doit laisser les mairies gérer cette chose. Mais le préfet qui est sous l'autorité du ministre de l'administration territoriale lui dit, laissez-moi ça, je vais faire les concessions. Et ça se fait partout, le ministre ne dit rien. Ici, le premier ministre ne dit rien. On piétine les textes, il ne dit rien. Or, le décret, c'est d'application immédiate. Quand un décret nomme Charles Amel Mbachou, délégué de gouvernement en remplacement d'Antonin, on installe Charles Amel Mbachou le lendemain ou le surlendemain. Bon, ça c'est voilà. Une blague mauvaise. Voilà, mais attendez. Très mauvais goût. Hein. D'accord. Quand on a enlevé Edouard Etonde Koto pour nommer Antonin, le décret, on l'a installé le lendemain. Voilà. Donc voilà. Donc, mais pourquoi on peut créer un décret qui doit donner les marchés aux communes et le même délégué qui est nommé par décret, lui n'applique pas le décret. Très bien. On le laisse. D'accord. Alors, Chalamel, sur la gestion des marchés avec cette tribune de Jean-Robert Wafo qui fait, on va le dire, le buzz.
on va dire que lui, il pense que ce sont les recettes non déclarées qui sont à l'origine de cela. Je me rappelle que vous avez à l'époque fait une chronique dans ce sens ici. Vous parlez du vendredi à l'époque. Et ça avait valu, on se souvient, hein, beaucoup de soucis par la suite. Monsieur Eric Fopoussi, la première chose qui tue le Cameroun, c'est l'article 2 des décrets de nomination. L'article 2. Privilège. L'intéressé jouira de tous les aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Dans avantages de toute nature, on n'a rien spécifié, monsieur Eric Fopoussi. Voilà là où on se retrouve. Vous arrivez dans certaines zones. Vous savez que le marché central que vous voyez, monsieur Eric Fopoussi, est partagé en plusieurs. Il y a les domaines qui sont gérés par la préfectorale. Oui, oui, on appelle ça les emprises. Les emprises. Les emprises sur la route, oui, oui. Oui, il y a les sauveteurs. Il y a des endroits qui sont gérés par la commune. Il y a des endroits, monsieur, c'est un labyrinthe trop touffu. Et à l'intérieur, il y a les gens qui jouent au regard pour la communauté urbaine. Donc, monsieur Eric Fopoussi, ça dépend de qui passe le premier, qui racle le premier. Lorsque vous arrivez au niveau des emprises, on vous dit, monsieur, c'est pas pour vous. Non, mais d'abord sur la question des droits de place. Hein. J'en viens. Ok, d'accord. J'en viens, monsieur Eric Fopoussi. Lorsque c'est réparti ainsi, on ne peut pas vous dire que pour un seul marché, ça fait 600 millions. Et que pour l'ensemble de tous les marchés, on vous parle de 400 millions. Mais vous vous rendez compte qu'il y a une multiplicité de carnets. Une multiplicité de carnets au fur et à mesure qu'on collecte. Ça veut dire qu'il y a des collectes non déclarées. Ça veut dire qu'on collecte. Non, mais le problème, c'est qu'il fallait au moins dire que... Même là, on dit, il fallait au moins dire que ça fait 610 millions. Mais comment on rétrécit? Au lieu de faire l'addition, on fait la soustraction. Quand un seul marché donne 600, tous les marchés donnent 400. Il a parlé trop vite. Attendez, c'est pas possible. Jean-Robert Wafou a parlé trop vite. Il y a une unité qui collecte. On dissèque. Quand ça évolue avec un rapport particulier. Le rapport particulier évolue avec un autre rapport particulier. Le rapport, lorsque ça arrive, monsieur Eric Fopoussi, c'est ce dont on raconte. On s'accorde tous à dire que c'est 400 millions. Maintenant, il faudrait qu'il travaille. A-t-il une équipe spéciale avec laquelle il descend sur le terrain pour se rassurer de ses droits de place, monsieur Eric Fopoussi? C'est une succession, et je peux même dire que c'est peu. Ça, c'est un travail, et c'est plus. Et c'est plus, monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous vous rendez compte que des boutiques, désormais au marché, on peut débarquer, on dit, bon, vous avez accusé un mois de retard. Et parce que vous avez accusé un mois de retard, vous ne pouvez plus gérer cette boutique, on va la diviser en deux. On arrive, on divise votre boutique en deux. On vous impose même, à des moments, on dit que ce monsieur va venir laisser devant. Désormais, on voit parce que vous n'avez loué que l'intérieur de la boutique, vous n'avez pas loué l'extérieur, vous vous retrouvez. Passez au marché central, vous allez vous rendre compte. Calculez, c'est plus, monsieur Eric Fopoussi. Et tout le monde trouve son jeu à l'intérieur. Donc, le dire aujourd'hui, ça devrait être une bombe. Le ministre de l'administration territoriale devait se saisir. Le ministre du développement local devait se saisir. Tous devaient se saisir. Mais posez-vous la question de savoir, est-ce qu'au fond, tous ne naviguent pas en sous-marin dans ce type d'eau? Voilà, donc gestion des marchés à Douala, là on voit très bien que la question préoccupe les commerçants. Je rappelle que il y a un enjeu démocratique dans cette affaire. Cette gestion des marchés qui octroie donc par ce décret de 2015 ces marchés dans les localités aux communes d'arrondissement, on va le dire que c'est une question de démocratie parce que lorsque le maire est élu et le délégué du gouvernement est nommé. Et vous savez, le délégué ne rend pas compte à ceux qui fait tant de mal. Alors, un maire qui gérait un marché comme celui du marché central fera attention parce que s'il s'amuse, il risque de ne pas être élu à la prochaine mandature. Donc, c'est là tout l'enjeu de ce qui se passe maintenant, le respect des textes, le respect de la réglementation, le respect de l'autorité du Premier ministre est en cause là aussi. Oui, Karine. Par rapport au sujet, je vais dire que le véritable problème, c'est la décentralisation. Et si vous interrogez nos confrères anglo-saxons du Cameroun, vous allez entendre parler du fédéralisme. Raison pour laquelle, dans certains pays même, on parle de maire de la ville. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de force pour gérer un territoire pareil. À Douala seulement, on a combien d'autorités?
Dans l'arrondissement de Douala 5e, on a combien d'autorités? Qui respecte quoi? On commence par qui? Et ce qui fait que le maire a moins de pouvoir qu'il ne devrait. Il est légitimé par la population, mais il n'a pas assez de pouvoir pour veiller à sa population, pour gérer les biens qui appartiennent à sa commune. Du coup, vous voyez qu'à un moment donné, quand même, il est embrigadé, il est pieds et poings liés. Du coup, à qui rendre compte? Comment est-ce qu'il doit évoluer? Si son financement doit venir de la communauté urbaine, comment est-ce qu'il doit faire? Si ses actions doivent être coordonnées par la communauté urbaine, comment est-ce qu'il doit faire pour se déployer? Le simple marché qui est dans la commune de Douala 2e n'est pas géré par le maire de Douala 2e. Comment est-ce qu'il fait pour financer les activités dans sa commune? Comment est-ce qu'il fait pour rendre compte aux citoyens de sa commune de comment il a géré son mandat pendant 5 ans? Du coup, on va dire que le maire ne fait rien. Ça ne sert à rien d'avoir les mairies. Et demandez aux Camerounais, ils vont vous dire que la mairie ne sert à rien. Et sur notre page Facebook le matin, il y avait des commentaires qui allaient dans ce sens. La mairie au Cameroun ne sert à rien. À quoi servaient les maires et ainsi de suite. Et pourtant, c'est l'autorité la plus légitime dans un arrondissement. D'accord, dans sa commune, bien sûr. Alors, tendance sur cette question. Monsieur Wafo, il était obligé de publier ça. Oui. On appelle ça le moigne. Qu'il est en train de les moigne, donc il est en train de refuser le bois, le pain bonbon. C'est ça qu'on appelle le moigne. Le linge, ça se lave en famille, mon père. Tu n'es pas obligé de publier ça. Et toute vérité n'est pas bonne à dire. La bouche qui parle trop détruit. J'aimerais bien voir la tête de Ilez Ipang maintenant. Là. Mon père, pardon. Les trucs comme ça ne publie plus. Pardon. Laisse le bois l'eau. Chacun boit son eau de son côté. Tu as publié dans tout Facebook, chacun dit sa part. Tu imagines ce que ces mères-là sont en train de ressentir maintenant. Oh, tu as très mal fait, pardon. Non, les maires devraient être contents, non? On les Les libère. maires sont contents. Les partis politiques. Non, les maires sont contents. Ce sont les maires. Tel que je vois, il y a certains maires qui ne sont pas contents, pendant que d'autres sont contents. Non, parce que c'est là qui buvaient l'eau. C'est le bois l'eau. Les maires qui boivent l'eau. C'est les buveurs d'eau qui ne sont pas contents. Donc tu dis que monsieur Wafo devait aussi boire l'eau. Oui, il fallait. C'est pour ça que je dis que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce qui m'énerve encore, c'est les commentaires des réseaux sociaux. Chacun tire de son côté. Ok, d'accord. Alors, on va dire que principe, la question, c'est de respecter la loi de 2009, mais également de respecter le décret du Premier ministre. Il faut également dire qu'il y a d'autres décrets qui n'est pas respecté en ce moment, c'est celui du Président de la République. Décret de 2015 sur la rémunération des maires. Et il faut dire que c'est en 2017 qu'il y a eu donc l'application de cela et que de janvier 2017 à aujourd'hui, ça fait 16 mois, 16 mois d'arrêt de salaire pour les maires. Il faut dire c'est sérieux. Là au moins le nouveau ministre de l'administration, de la décentralisation et du développement local a dit qu'il vient résider dans leur commune. Ok, mais comment on vous paye, vous n'êtes pas là? Non, mais non, depuis que cela, ils n'ont pas été payés. Ça fait 16 mois. Oui, mais ils ne sont pas là. Non, vous ne pouvez pas être maire à Douala première, vous êtes à Douala 5e. Vous voyez que sur toutes les communes du Cameroun, il n'y a aucun maire qui est dans ce. Mais il leur a demandé d'apporter des justificatifs. Non, il leur a dit que ceux qui ne résideront pas dans leur commune n'auront pas de salaire. Il a dit ceux. Mais pour ceux au moins qui sont là, il faut payer leur salaire. Absolument. 16 mois, c'est beaucoup. Alors, et pourtant, il y a clairement un décret qui le détermine. Alors, allons-y, Karine. La deuxième information, les travaux du 5e pont d'Abidjan sont lancés et après le lancement du 4e pont qui s'est fait en 2018. Voici quelques années comparées au pont sur le Vouri. Voilà quelques données que nous allons vous donner, que nous avons comparées au pont sur le Vouri. Alors la longueur du pont sur le Vouri à Douala est de 850 mètres plus bretelles. Longueur du pont d'Abidjan 1500 mètres plus viaduc et plus 2 échangeurs plus bretelles. Coût de Douala 141,6 milliards de francs CFA et le coût du pont d'Abidjan 105 milliards de francs CFA. La durée des travaux à Douala c'est 5 ans et la durée à Abidjan sera de 2 ans. La maîtrise de l'ouvrage à Douala, autant pour moi, et de l'entreprise française sur le financement de l'AFD et puis maîtrise d'œuvre Abidjan, entreprise chinoise sur financement de la BID, intervalle de montage du projet à Douala 1964 à 2003 et intervalle de montage du projet à Abidjan 4 ans. Notons que ce pont représente le quart du trafic, soit
35 000 véhicules par jour. Et ce pont ralliera la commune du Plateau, centre des affaires, à celle de Cocody, quartier résidentiel. 30e pont? 5e pont. Bon. Donc, Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors, Bingan, on voit très bien que la comparaison fait fraude. Ça veut dire qu'on voit bien que le pont... C'est comme Paris. C'est-à-dire que le pont de Douala est un pont, pour parler comme au quartier, est un pont qui est normalement plus petit que le pont d'Abidjan. Il faut qu'on parle au quartier. Il est plus petit que le pont d'Abidjan. Mais sauf que le pont d'Abidjan coûte moins cher que le pont de Douala sur le Vouri, qui est plus cher. Oui, il y a plus d'1 kilomètre, le pont d'Abidjan. Je veux dire que plus d'autres investissements lourds encore. Oui. Que le pont de Douala, qui est moins d'1 kilomètre. Oui, et à Douala, on est au 2e et à Abidjan, ils sont au 5e. Voilà. Le deuxième, la mer, je suis de son avis, qui dit que c'est un pont superposé, puisqu'on a annulé l'autre. Donc, en fait, c'est pour dire quoi? Pour dire, comme Babi Sakana, que l'entrepreneur en chef au Cameroun ne suit pas. Il faut rappeler que le marché central, puisqu'on parlait de marché tout à l'heure, a été construit par le gouvernement du Cameroun et inauguré en 1981 par le premier ministre de l'époque, il s'appelait Paul Biya. Bon, quand il vient donc inaugurer, qu'est-ce qu'il a fait pour le pont? Et à ce moment-là, on parlait déjà des travaux du deuxième pont sous le Vouri. Depuis 1964. Oui. Donc, en fait, nous avons un entrepreneur en chef qui a oublié ces plans d'exploitation prévisionnels, parce que apparemment dans les entreprises on parlait de plans d'exploitation prévisionnels. On a donc oublié la feuille de route, parce que c'est quelque chose quand même qu'il faut relever. En 2011, on nomme le gouvernement, je pense c'était le 9 février, le 8-9 février, il convoque un conseil des ministres où il demande aux ministres que chacun doit faire sa feuille de route. Donc, il demande aux ministres de dire pourquoi ils sont nommés et qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à cette nomination. Et vous me dites que nous avons là un entrepreneur en chef. Ok, Chalamel, est-ce qu'on peut dire que là, on a fait l'économie sur le béton? Parce que quand on regarde le pont d'Abidjan, c'est plus haut. Donc, on va dire qu'ils sont très loin de l'eau, d'être inondés, des inondations. Et quand on regarde le pont de Douala, c'est autre chose, là, clairement. Monsieur Eric Fopoussi, le jour que dans ce pays, on va prendre sur nous d'annuler ce qu'on appelle l'article 2, comme je l'ai dit, premier point, et le deuxième, les commissions. Vous allez vous rendre compte qu'on fera les plus beaux ouvrages qui sont... Les rétrocommissions, vous voulez dire. Les rétrocommissions, les commissions et les rétrocommissions, on va se retrouver à vivre bien. Est-ce que vous savez que sur chaque marché qui sont gagnés, que ce soit les marchés qui sont lancés, il y a des personnes qui ont des droits en termes de commission, M. Eric Fopoussi, qui leur sont versés de fait et de droit. Est-ce que vous le savez? Ça part de 10% en plus. Si vous regardez ces 141 milliards dont on parle, c'est 105 ou c'est combien de milliards dont on est en train de parler pour la réflexion, vous allez vous rendre compte que la majeure partie de cet argent est rentrée plus dans les poches des individus que pour ceux, c'est pourquoi elle était censée être faite. Donc n'allez pas voir l'ouvrage, comme on vous a dit 105 milliards, ça n'a pas coûté 105 milliards. Allez parcourir les véritables faits, vous allez vous rendre compte que c'est moins, mais c'est les commissions. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ont gagné le marché, il y a eu 3 commissions. Une commission qui allait aux États-Unis faire une étude sur les dernières technologies en termes de construction des ponts. Ça a pris combien? Il y a une autre qui est allée en France. Il y a une autre qui est allée en Chine. Vous vous souvenez, bon, toujours pour les ponts. Les unes et les autres ont fait des maquettes qu'on a présenté au chef de l'État pour arbitrage. Nous sommes allés, le béton qu'ils utilisent, la qualité qu'ils utilisent, ça peut mettre tel nombre d'années, ça peut. Voilà autant de missions qui sont mises en place et en branle-bas pour des conneries, M. Eric Fopoussi. Nous sortons de là et on se retrouve à la fin avec un ouvrage qui a lamentablement échoué. On a commencé par le premier point, qui est l'eau. Mais je me suis rendu compte qu'il y a d'autres points. Ce travail a été bâclé et vous le verrez les jours à venir. Ils nous ont donné l'occasion de nous intéresser à cet ouvrage. Où est passé l'argent? Nous y sommes allés et on a vu beaucoup de choses là-bas. En tout cas,
il faut dire que cette comparaison que l'on fait est une comparaison utile pour ceux qui le regardent parce que ça montre comment ce pays est gouverné, ça montre comment les Camerounais, ces Camerounais qui nous gouvernent, leur mentalité, comment ils conçoivent le Cameroun, comment ils le respect. Ils manquent beaucoup de respect à ce pays, ils n'ont pas de respect pour ce pays, ils n'ont pas une haute idée de ce pays, ils ne respectent pas ce pays. C'est leur plan pour que, dès que le pont se gâte, on leur donne encore le gombo. Je suis même sûr, je sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui ont volé le ciment, volé le gravier, volé le sable. Ils n'ont pas bien mis la dose qu'il faut. Donc la prochaine fois, il faut qu'on cherche les experts. Parce que j'en ai marre. Pendant qu'on vous dit que dans ce pays, en Côte d'Ivoire, les ponts, les gars travaillaient jour et nuit. Jour et nuit sans repos et sans perturber la circulation pour les autres ponts. Ici, là, lorsqu'il y avait jour férié, M. Eric Fopoussi, les gars qui travaillaient sur le pont de Vouria arrêtaient de travailler, ils allaient se reposer. Ils viennent le matin à 8h, à 16h, ils ont arrêté le travail, ils sont rentrés. Et ça, c'est quelle histoire, ça là? Il y a une image sur les réseaux sociaux qui circule d'un pont aux États-Unis qui a été submergé par les eaux, qui a été détruit par l'inondation, la montée des eaux. Et les Camerounais essayent de faire la comparaison en nous disant que le pont, même aux États-Unis, les ponts peuvent être inondés. Mais que non, faisons très très attention aux comparaisons que nous faisons. Vraiment, parce que lorsque vous voyez même ce pont, la qualité est très différente. Ça, c'est déjà en commençant par là. Et si un pont de cette manière tombe, ça veut dire que soit il a mis du temps, soit c'est un pont qui est vieux. Ça veut dire qu'il est devenu comme une archive pour le pays, soit alors les Camerounais veulent faire la fuite en avant, c'est-à-dire refuser ses responsabilités pour niveler les arguments par le bas. C'est-à-dire que montrer le mauvais chez les autres pour argumenter le mauvais chez nous. Ce qu'on appelle le nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple de ce qui est mauvais chez l'autre pour expliquer le mauvais chez nous. Voilà, et dire que c'est mieux. Non. Ce n'est vraiment pas mieux parce que ce pont, on ne l'a même pas encore utilisé 2 ans, même pas 1 an, mais il est déjà en train de subir ce qu'il a subi. Et j'ai vu encore des images des bouteilles en plastique qui sont sorties d'un canal tout près de ce pont. J'ai voulu bien me questionner. Est-ce que la construction d'un pont n'émane pas d'un critère d'urbanisation? À quel moment est-ce qu'on n'a jamais prévu un recyclage de ces bouteilles plastiques pour que ça n'arrive pas à ce niveau, même s'il s'agit de saleté? On a une communauté urbaine qui est chargée de veiller à ce que la ville de Douala ne soit pas dans cet état. Maintenant qu'on dit que c'est la population qui est sale, excusez-moi, il y a combien de bacs dans ces rues-là? Au rond-point seulement, il y a combien de bacs? Quand on ne nous raconte pas n'importe quoi, c'est pas la population qui construit le pont. Donc, oui. Alors, Chalabel, je vais continuer à dire comme vous que il n'y a pas un deuxième pont sur le Vouri. Non. Il y a un remplacement de pont du Vouri. Doublage de pont. Une superposition. Non, je dis qu'il y a un remplacement de pont sur le Vouri. Il y a un remplacement de pont. Je pense que c'est l'expression c'est le remplacement de l'ancien pont par un nouveau pont. Parce qu'ils ont réservé le bas pour les bicyclettes, les pistes cyclables. Non, ça veut dire que ça ne sert à rien. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Toutes les bonnes voies de contournement vont vers le nouveau pont. Voilà, ça veut dire qu'on aurait pu faire comme à Abidjan, construire 5 ponts avec des raccordements. D'ailleurs, beaucoup avaient prévu qu'on fasse le pont plutôt avec l'embouchure à Bonamoussadi pour pouvoir décongestionner un tout petit peu le rond-point des 3 ponts. Le premier qui devait sortir, prendre à partir du des berges, traverser jusqu'à Niala. L'autre qui devait passer traverser jusqu'à la sortie, c'est-à-dire le premier sont pas à ça, le deuxième entrer à quoi? Le troisième, c'est pour ceux qui étaient à Bonandio, village et tout. Donc voilà comment c'était prévu, monsieur Rifopoussi. L'axe même qui part du boulevard, l'axe Loubé-Panda, qui s'arrête à un niveau, cet axe était prévu prendre partir de là jusqu'à la sortie de la ville. Ça veut dire que les gens, vous pouvez passer par Douala. Vous n'entrez même pas dans le centre-ville, vous ressortez de la ville tranquillement, sans avoir un quelconque problème. Ça allait limiter les engorgements, nous avons les différents embouteillages. Mais hélas, nous avons des gens qui pensent plus au ventre, au bas-ventre, qu'à toute autre chose de les citoyens privilégiés. D'accord, en tout cas, malheureusement, la Côte d'Ivoire nous montre l'exemple. On voit que là-bas, les projets vont plus vite, les projets sont moins coûteux. Même si ce sont des prêts. Et les projets, sont moins coûteux et les projets sont mieux faits. Monsieur Eric Fopoussi, si on avait eu des gens, c'est pas que je suis en train de manquer de respect. Et vous terminez par là. Je termine par là. Des procureurs de la République, on se serait saisi d'un cas aujourd'hui pour moi qui me choque énormément. L'axe de la nouvelle route Bonabéry,
a coûté combien? On a parlé d'une statue, un monument qui nous avait coûté combien? 200 et poussières de millions de francs CFA qu'on a voulu détruire. Oui. Sur cet axe, on a dit voici les pistes cyclables, c'est plus les fleurs. On a répandu les fleurs sur tous les endroits et tout. On est venu réceptionner cette route. Quelques mois à peine que les gens ont utilisé, commencé à utiliser, on a recassé cette route, nous disant que la pénétrante ouest, la pénétrante est, on devait agrandir, élargir. On a détruit tout ce qui a été fait. Comment est-ce qu'on peut comprendre que dans un pays, tout soit fait de manière hasardeuse, de manière alambiquée, monsieur le Faux? Je pense qu'il faut que ces gens rendent compte, parce que jusqu'aujourd'hui, le délégué n'a pas réceptionné cette route. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réceptionné cette route? Pourquoi avoir tant fait dépenser de l'argent sur un axe comme celui-là, s'il devait apprendre, on devait le casser? D'accord. Merci beaucoup. Merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. On va dire que la Côte d'Ivoire nous parle. J'insiste là-dessus pour qu'on comprenne les enjeux, parce que nous sommes un pays à peu près égal à la Côte d'Ivoire en termes de PIB et en termes de potentiel de développement. Donc on peut aisément se prendre comme exemple, la Côte d'Ivoire sans avoir froid au dos ou sans souffrir de complexe. On va donc tranquillement aller prendre la suite de ce programme, madame, monsieur, avec interpellation. D'abord l'élément réalisé et monté par Cédric Chouna, et ensuite nous reviendrons sur le plateau pour les commentaires, les commentaires supplémentaires. À tout de suite. L'idée nouvelle et pour le développement de notre pays, c'est de baisser les impôts. C'est les impôts qui fatiguent les gens au Cameroun. Au point on vient essayer de baisser, de voir la situation des impôts au Cameroun. On ne s'en sort pas. C'est ce que j'avais vous dit. Oui, les impôts sont trop chers au Cameroun. Quand tu fais un truc, on ne peut pas te laisser respirer. Les impôts sont trop chers au Cameroun. Ce qui fatigue de plus. Pour moi, il n'est pas un mauvais président, mais les impôts sont trop chers au Cameroun. Bon, c'est vrai que en matière de fiscalité, la question est peut-être aussi le matraquage fiscal, mais davantage ce qu'on fait avec l'argent qui est récolté. C'est l'une des questions à laquelle il faut répondre. Mais bon, Benga, je vous laisse la liberté à vous de faire le commentaire sur ce qu'a dit le compatriote. D'abord, ça a été mal pensé dans notre pays. Oui. C'est-à-dire que nous sommes allés au Fonds monétaire international, main et pieds liés, alors que le ministre des Finances de l'époque, Sadou Ayatou, en 1986, disait lui-même que les pays qui ont recours au Fonds monétaire international n'ont jamais eu de solution à leurs problèmes. Or, dans leur consensus de Washington, le point 1 parle effectivement des impôts. Il dit deux choses essentielles. La première chose, c'est que il faut faire payer moins d'impôts aux riches pour permettre aux riches d'investir avec l'argent que les impôts n'ont pas pris. D'accord. Mais dans les pays sérieux, il y a l'impôt sur la fortune. Donc les plus riches paient les impôts. Deuxième chose, il faut faire payer l'impôt par plus de gens. Ce qui revient naturellement à dire qu'il faut faire payer plus d'impôts aux gens pauvres. C'est pour ça qu'on suit même les tailleurs ambulants, même les coiffeurs ambulants, même les colboxeurs. Oui. Justement, voilà, c'est une ambiguïté. C'est vraiment alarmant dans notre pays. On sait aujourd'hui qu'on n'arrive pas. On commence dans le matraquage fiscal. C'est ça même où on est pris dans notre propre piège. Même ce qu'on a appelé bourse de sous-traitance, où les petites et moyennes entreprises, on a fait semblant de leur dire que pendant 2 ans, vous êtes exonérés des impôts, mais pour leur donner quoi? Ils n'ont pas de marché, à faire exonérer de la patente seulement, pas des impôts, pas tous les impôts, mais de la patente. Maintenant, est-ce que vous avez donc les marchés? Est-ce que vous avez la possibilité de recruter? Les gens, vous ne pouvez pas recruter, vous ne pouvez pas les aligner à la CNPS. Donc, parce que précisément, les impôts, vous ne pouvez pas. Si même un réparateur de ventilateurs comme celui-là souffre des impôts, ça veut dire qu'en fait, on va assassiner les plus pauvres et les plus riches seront encore plus riches et davantage encore plus riches. Si au moins on avait appliqué l'article 66 de la Constitution où on déclarait les biens, on sait que non, Benga, lui là, ces milliards-là, il a acheté d'abord François Fillon, on l'a taxé ses vestes. Donc, à ce moment-là, on saurait que les riches
paient les impôts sur la fortune. Et ça, Ok. l'État aurait pu engranger un certain nombre Voilà de tout pour interpellation de ce vendredi 5 avril, madame, monsieur. La suite de ce programme. À tout de suite. Le retour au naturel, le retour de la beauté africaine, le retour de nos ressources naturelles, c'est Black Attitude. Black Attitude avec les journées Black and Beauty du 12 au 13 avril 2019 pour la première édition du salon d'exposition sur l'identité culturelle africaine. Black and Beauty, apprenons à nous aimer. Et donc pour en parler sur le plateau ce matin, Black and Beauty, c'est Alex Ebongue, président du comité d'organisation, et Nadia Maba sont avec nous sur le plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Et donc expliquez-nous qu'est-ce que c'est la Black Attitude. La Black Attitude, c'est un mouvement qui promeut la beauté naturelle, la beauté africaine dans toutes ses largesses. C'est-à-dire que nous soyons clairs, foncés, métis, albinos, et que nous nous aimons tels que nous sommes, que nous nous assumons, nous valorisons notre identité culturelle, nous faisons partie de la Black Attitude. C'est la raison pour laquelle, à cet effet, la Black Attitude a organisé la première édition des journées Black and Beauty pour dire non à la dépigmentation. Et donc, qu'est-ce que les journées Black and Beauty? Les journées Black and Beauty sont des foires en fait au cours desquelles on valorisera le Made in Cameroun bio. On sensibilisera les populations sur les dangers de la dépigmentation et on éduquera en quelque sorte nos frères, nos sœurs en leur demandant de ne pas se dépigmenter la peau, de s'accepter, et aussi en leur montrant les dangers que représente la dépigmentation. Et donc, quels sont vos moyens de sensibilisation? On a déjà commencé les sensibilisations dans les lycées parce qu'on juge que ça commence dès l'adolescence. On veut s'affirmer, on recherche une image qui va nous embellir. Donc du coup, on a commencé dans les lycées, mais aussi nous sommes attendus dans les hôpitaux, notamment à l'hôpital de district de Nilon et aussi au marché Dakar, parce que là on a constaté qu'il y a une forte concentration de femmes qui achètent des produits décapants. Et l'autre question qu'on se pose ce matin, c'est quels seront les intervenants durant les journées Black and Beauty? Alors bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui nous regardent actuellement. Il faut dire que les intervenants, Black and Beauty va se tenir sur 2 jours, notamment le 12 et le 13 avril. Le 12 et le 13 avril 2019 au Queen's Park à quoi. Donc parmi les intervenants, notamment la table ronde de la journée de samedi, il faut dire qu'on aura Madame Caroline Ngo Toada qui est spécialiste des questions de femmes. On aura Mbombok Bikai qui va parler en quelque sorte parce qu'il faudra retracer... Bikai ou Mbombok Bengan? Non, Mbombok Bikai. Bikai, ah d'accord, très bien. Parce qu'il faudra retracer en quelque sorte le concept même, il faudra regarder l'aspect culturel et africain de cet événement. On va également avoir plusieurs intervenants, notamment les dermatologues, les dermatologues, pharmaciens. Il faudra également dire, mais Eric, avant de passer peut-être sur les intervenants, il faut dire qu'on a eu une conférence de presse qui s'est tenue hier où toute la presse a été conviée à cet événement. On a notamment, c'est l'occasion de dire merci à tous les médias qui nous accompagnent dans cet événement. On va remercier le groupe Equinox parce qu'il faut dire que Equinox est le partenaire majeur de cet événement. Donc nous allons dire merci à tous les médias qui ont répondu présents hier. Merci à tout le groupe. Notamment, je voudrais dire ici merci à monsieur le directeur, monsieur Mbiamou, qui a permis à ce que tout ce qui se passe actuellement, les plateformes de communication que nous avons ici aujourd'hui. Donc, il faudrait également dire que les Black and Beauty conférences événements, ça va se dérouler du 12 au 13.
aucune SPAC, à quoi? Notamment dans tous les programmes, on aura les tables rondes, on aura des défilés de mode, on aura exposition vente, on aura plusieurs choses. C'est d'ailleurs l'occasion parce qu'actuellement, on attend, dans cette salle, on attend environ 50 stands, 50 personnes qui vont exposer durant toutes ces journées. Donc, et c'est l'occasion de dire à tous ceux qui traînent encore le pas, les inscriptions se font notamment à la délégation des petites et moyennes entreprises. Je vais dire merci à Madame le délégué des petites et moyennes entreprises qui nous accompagne dans cet événement. Merci à la délégation de la santé publique. Merci également à la délégation de la promotion de la femme et de la famille. Alors, elle est où, Florazé? Voilà, d'accord. Ok, super. Donc, Florazé qui est donc, comme je le rappelle, promotrice de cet événement, donc Black and Beauty. On va poursuivre ce programme, mesdames, messieurs, avec quelques messages que vous nous envoyez, évidemment, en réaction aux différents sujets que nous avons, évidemment, posés sur la table. Alors, Karine Sontia, je m'adresse à vous. Juste pour préciser que l'Amida est une vente pyramidale, donc faut pas confondre avec MLM, Nadia de Jésus. MLN, c'est quoi? Je sais pas. Peut-être qu'elle va répondre. MLN. Bon, vous avez parlé du marketing des réseaux, donc ils viennent vous expliquer que c'est différent. Marketing des réseaux. Tout à l'heure, vous avez abordé la question. Oui, mais marketing des réseaux ne veut pas seulement dire MIDA. Il y a beaucoup de produits américains qui sont entrés, c'est pas des marketing des réseaux. Voilà. C'est que c'est que les produits. Moi, je parlais de la MIDA en suggérant que... Voilà. Vous dites qu'elle est pyramidale, donc on a apporté une précision. Oui, je veux dire ça prend du temps pour aussi avoir de l'argent là-bas. Mais il a commencé quand? Non, son mari a commencé quand? Non, la MIDA, ça faisait... Souvenez-vous, on déposait 60 000, on gagnait en quelques jours beaucoup d'argent là. Voilà, tout à fait. N'oubliez pas ça. Finalement, alors, oui, allez-y, Karine. Alors, Père dit toujours, quand il parle là, alors vous avez rien compris de l'histoire, la femme là connaît son mari et c'est le pourquoi elle veut un changement total. Elle a vu, autant pour moi, un changement total chez son mari. D'accord. Non, ça veut donc dire qu'elle pose le problème clairement, qu'elle dise que j'ai un mari, on s'entendait bien avec notre salaire, on vivait bien. Maintenant, il est entré dans le Moukouagne. Et je suis embarrassé. J'ai fait comment? Donc, c'est comme ça qu'il faut clairement poser le problème. On lui donne des conseils à ce moment. Mais il ne faut pas faire comme si elle cherchait à savoir où est entré son mari. Si elle sait que c'est le Moukouagne, on lui donne des conseils. Et comment on peut être avec un mari qui est dans le femme-là et le laisser dans cette situation-là pour que son femme-là le prenne. Oui, on va aller rapidement parce qu'on veut lire. C'est vrai, les impôts m'énervent dans ce pays. Trop de taxes. Le message n'est pas signé. Ce que moi je dis, laissez Charles parler, c'est notre porte à Oyomaba. Porte-parole. D'accord. Un autre message. Qui a empêché Charles de parler? Certaines mairies. Charles, alors attendez, Charles, on vous a empêché de parler sur ce plateau? Je suis sur le plateau. Non, je dis, vous êtes de la politique. Vous êtes empêché de parler sur ce plateau, Charles? Monsieur, il faut pousser. Je ne sais même pas de quoi on parle là. Non, je vous dis, est-ce qu'on vous a empêché de parler? Si je dis oui et qu'il pense non. Et si je dis non, mais non, dis-lui non. Je n'ai pas le problème, monsieur. Dis-lui que chaque fois, dis-lui que chaque fois que vous voulez parler, je vous donne la parole, Charles. Déjà même que c'est biaisé, monsieur Eric Fopoussi. Je ne suis pas le porte-parole d'une quelconque. Non, je dis. Déjà là, il faut rectifier. Non, il faut d'abord que je rectifie ça. Je ne suis pas le porte-parole. J'ai compris. Allons-y, certaines mairies ont travaillé, on a vu. Mais d'autres, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ici, à Yaoundé 6, même les routes de mon village sont mieux. Ils ont pour rôle majeur de contrôler les impôts, les vignettes, les assurances, les plaques d'immatriculation. La région des motomanes, quand vous aviez une moto à Yaoundé, vraiment, c'est ce que vous avez cherché, votre propre mort. D'accord. Le message n'est pas signé. Alors, je précise qu'il faut faire il faut bien faire la distinction entre le rackettage opéré par certains agents véreux et la fiscalité. C'est vrai qu'il y a au Cameroun, il y a beaucoup d'agents véreux. D'ailleurs, les transporteurs qui font le corridor Douala-Djamena-Bangui se plaignent parce que les contrôles de police de gendarmerie
sans-abri sont, on va le dire, très nombreux et très récurrents sur la route. C'est pourquoi ils dépensent beaucoup d'argent. Ils avaient fait un total là, de contrôle sur la route entre Douala, Djamena et Bangui pour ceux qui font ce corridor-là. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous sur le plateau. Merci Charles Hamel. Je vais également dire merci appuyé à Karine Sontier, elle saura pourquoi. Merci Boro Bengal. Merci évidemment à Tendance Cogne. Pourquoi je parle, tu tournes la tête? Mais regarde-moi quand je te parle. Non, mais regarde-moi quand je te parle. On se comprend. Voilà. Madame, monsieur, passez un très bon week-end. On se retrouve lundi prochain, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.